La chute du temple n'était pas un tremblement de terre. C'était un scalpel, manié avec une froideur chirurgicale par celui-là même qui aurait dû être l'héritier de tout. Emmanuel Macron n'a pas seulement fait passer une énième réforme. Il a exécuté le coup de grâce institutionnel contre la caste qui a gouverné la France en coulisses pendant plus d'un siècle, dissolvant le monopole d'accès au sommet de l'État qui alimentait la grande élite française traditionnelle, celle-là même enracinée dans les grandes écoles, la haute bureaucratie, et qui se voyait comme la seule gardienne légitime de la grandeur. Ce n'est pas un événement isolé dans l'histoire d'un pays, mais plutôt le point d'inflexion visible d'un effondrement qui se mijotait à petit feu. La vieille garde bureaucratique, avec ses rituels et son arrogance dynastique, a finalement vu son code d'accès révoqué. La France, berceau de la Révolution et de la centralité jacobine, assiste au démantèlement de sa propre aristocratie sacerdotale en temps réel, une mort lente orchestrée de l'intérieur, un parricide politique nécessaire à la survie du système lui-même. Ce à quoi nous assistons n'est pas l'échec d'un gouvernement, mais l'épuisement total d'un modèle de pouvoir. Vous êtes-vous déjà demandé si les gens qui décident de l'avenir de votre pays ne sont pas, en fait, ceux que vous élisez, mais plutôt un réseau invisible de technocrates formés dans les mêmes écoles, mariés dans les mêmes familles, et qui se relaient dans les couloirs du pouvoir depuis des générations? Ça vous saoule, cette structure de pouvoir? Et avant de continuer, lâche un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne, parce que ça aide ce genre de contenu à toucher plus de monde. Ce que Macron a fait, c'est désactiver le cœur de la bureaucratie étatique, l'École nationale d'administration, ENA, ou l'un de ses équivalents symboliques, l'utérus qui garantissait que le sommet de l'État français soit toujours peuplé par les mêmes rejetons de la même endogamie sociale. En faisant ça, il n'a pas seulement touché à une institution, il a déchiré le tissu du temps, coupant le cordon ombilical qui reliait le pouvoir actuel à la vieille grandeur inefficace du passé. La logique derrière cette manœuvre est implacable. Le monde globalisé et volatile du XXIe siècle n'a plus le temps ni la patience pour la rigidité, la lenteur et la déconnexion sociale d'une élite qui s'est formée pour gérer un empire qui n'existe plus. La réforme est la froide constatation que l'ancien régime bureaucratique est devenu un poids mort insoutenable. Cette décision n'est pas juste un titre de journal sur la réforme de l'enseignement supérieur. C'est l'événement qui matérialise le choc entre l'archaïque et le liquide, l'affrontement entre la structure de caste et la méritocratie néolibérale qui balaie l'Occident. Ce que l'on voit en France, c'est l'implosion d'un système qui s'autoconservait, un réseau de privilèges héréditaires déguisés en mérite républicain. La vieille garde française, cette caste qui se formait dans quelques institutions d'élite pour ensuite transiter fluidement entre les ministères, les grandes entreprises d'État et la diplomatie, était le léviathan bureaucratique qui, en se protégeant, étouffait toute rénovation sociale et économique nécessaire. Le coût de cette inertie est payé par la méfiance populaire, la stagnation économique et la paralysie décisionnelle face aux défis mondiaux, et c'est pour ça que cette chute est profondément importante pour tous ceux qui observent le déclin de la légitimité des structures traditionnelles. Le nœud du problème, et la raison pour laquelle cet événement résonne au-delà des frontières françaises, réside dans la manière dont cette élite a utilisé l'État non pas comme un instrument de service public, mais comme un refuge sûr et une source inépuisable de prestige et de pouvoir pour son cercle restreint. Ils se considéraient comme les seuls capables de tenir la barre de la nation, imbus d'une mystique de supériorité technique et culturelle. Quand Macron, l'un de leurs propres produits, issu de l'ENA et de la haute finance, décide de démanteler le système d'accès qu'il a créé, il envoie un signal très clair. Le pouvoir ne sera plus conféré par la lignée institutionnelle, mais par la performance et l'adaptabilité exigées par le marché et la mondialisation. La vieille bureaucratie, lente et arrogante, n'est tout simplement plus assez efficace pour survivre au crible de la réalité financière et géopolitique. Cet acte de rupture signale la fin du cycle du modèle jacobin et centraliste de pouvoir qui a défini l'identité politique française moderne depuis la Révolution. La centralisation absolue à Paris, la croyance qu'un corps d'élite technique formé dans la capitale pouvait gérer un pays entier dans les moindres détails, s'est révélée être une illusion insoutenable à l'ère de la décentralisation de l'information et du pouvoir économique. Le monopole de ce groupe sur le savoir gouvernemental et la grandeur est maintenant remis en question non pas par une révolte populaire, mais par la froide logique de l'inefficacité. C'est le système qui s'implose pour se reconfigurer, et le coût de cette réorganisation est l'identité historique même de l'élite qui se croyait éternelle. Le contexte immédiat est celui d'une crise de légitimité profonde, qui ne touche pas seulement la France, mais tout l'Occident. Les manifestations des Gilets jaunes n'étaient pas uniquement contre une taxe sur le carburant.
C'était le cri d'une France profonde qui en avait marre d'être gouvernée par une élite distante, qui vit en vase clos à Paris et parle un langage que le reste du pays ne comprend pas. La décision de Macron est, en partie, une réponse stratégique à cette lassitude populaire, une tentative de couper la tête symbolique de la caste que le peuple identifie comme la cause de sa marginalisation. Politiquement, l'implication est énorme. La vieille garde française, habituée à faire fonctionner l'État en coulisses avec la certitude de sa pérennité, se voit maintenant exposée et vulnérable. Ses liens avec la diplomatie, la finance et les institutions de défense sont mis sous tension par l'arrivée d'un nouveau type de technocrate, plus aligné sur les valeurs néolibérales d'efficacité et moins prisonnier des traditions humanistes et de service public de l'ancienne élite. Ce qui est en jeu, c'est le contrôle de l'avenir de la nation, le maintien du pouvoir entre les mains de la bureaucratie classique ou son transfert accéléré vers les réseaux d'influence globale. La révélation, c'est que l'effondrement n'était pas accidentel. Cette élite, au fil des décennies, a transformé la méritocratie en dynastie, garantissant que ses enfants et protégés aient un accès préférentiel aux quelques canaux du pouvoir, créant une caste devenue moralement corrompue par sa propre autosuffisance et son isolement social. En démantelant l'école principale qui garantissait cette reproduction, Macron, l'agent catalyseur de la désintégration, attaque le mythe selon lequel l'accès au sommet doit être garanti par l'appartenance à ce cercle. Il ouvre les vannes, forçant le système à faire face à la méritocratie réelle et sauvage du XXIe siècle, qui ne respecte plus les noms de famille ou les anciens diplômes. La profondeur de cet événement réside dans son contexte historique. L'élite française s'est toujours vue comme l'héritière de la raison des Lumières et de l'ordre napoléonien, une caste responsable de tracer le destin de la République. Cependant, cette perception s'est corrompue au fil du temps, transformant le mérite républicain en une endogamie sociale d'une portée impressionnante. Le système des grandes écoles a cessé d'être un moteur d'ascension sociale pour devenir le portail de fer qui protégeait le temple du pouvoir, garantissant que seuls les initiés, généralement issus de la haute bourgeoisie parisienne, pouvaient entrer et se relayer au poste d'influence, que ce soit en politique ou dans les gigantesques entreprises d'État. Cette rigidité a créé une élite qui, bien que techniquement compétente, était socialement aveugle à la réalité de la majorité. Ce système a fonctionné pendant des décennies car la promesse de stabilité et le prestige de la grandeur suffisaient à maintenir le consensus. Le problème, c'est que le XXIe siècle exige agilité, transparence, surtout, légitimité populaire. Ce que cette vieille garde, prisonnière de rituels et de protocoles obsolètes, n'arrivait plus à fournir. Ils sont devenus un poids mort, une encre jetée dans le passé pendant que le reste du monde courait vers l'économie numérique et la décentralisation du pouvoir. La déconnexion entre la France d'en haut et la France d'en bas a atteint son apogée, culminant dans la perception populaire que l'élite gouvernait pour elle-même, pas pour la nation. Le symbolisme est frappant. L'acte de Macron est comparable à la dissolution de l'aristocratie pré-1789. Tout comme la noblesse de Versailles était tellement isolée dans sa cour qu'elle n'a pas perçu la profondeur de la crise et du ressentiment qui bouillonnait dans les rues, la technocratie parisienne est devenue autosuffisante et insensible. La chute de la Bastille, à l'époque, était physique. Aujourd'hui, la chute se manifeste dans le démantèlement des institutions qui garantissaient la continuité de cette caste, transformant le pouvoir symbolique en poudre. L'irrélevance sociale a précédé la mort politique, et Macron n'a fait que signer l'acte de décès. Le parallèle spirituel avec la chute du temple est fort. Cette élite a agi comme une aristocratie sacerdotale. Ils étaient les interprètes de la loi étatique, les gardiens des rituels bureaucratiques et les seuls autorisés à exercer la foi dans la grandeur. Mais comme les pharisiens, dont la corruption et la déconnexion avec le peuple les ont menés à l'irrélevance, l'élite française a perdu son autorité morale. Le temple tombe parce que ses prêtres sont devenus des oppresseurs, prisonniers de leur propre orthodoxie et incapables d'apercevoir l'esprit de la loi qu'ils devaient servir. La dissolution de l'institution qui les formait, métaphoriquement, la démolition de l'autel central. Il y a une contradiction inhérente ici qu'il faut exposer. Macron est, lui-même, un produit de ce système, un initié qui agit comme agent de rupture. Il a été éduqué, modelé et catapulté au pouvoir par cette même structure de caste. Son action est, du coup, un acte de pragmatisme brutal. Le système, percevant sa propre inefficacité terminale, a éjecté un leader qui avait la connaissance interne et la froideur pour le sacrifier, garantissant que le pouvoir, bien que restructuré, reste entre les mains d'une nouvelle élite plus adaptable. La vieille garde est sacrifiée pour sauver le concept d'élite percée.
Les conséquences ne sont pas seulement administratives, elles sont philosophiques. Le pouvoir, qui résidait auparavant dans l'héritage institutionnel et la légitimité historique d'être un énarque, migre maintenant de manière décisive vers la performance et l'adaptabilité globale. Le nouveau technocrate qui monte n'a plus besoin du prestige séculaire de la grande école. Il a besoin de connexions internationales, d'une fluidité en finance globale et d'une capacité incontestable à générer des résultats rapides. Il est plus froid, plus orienté vers le marché, et beaucoup moins enclin à l'humanisme de l'ancienne élite. Accroche-toi bien à ça, parce que ce qui suit change complètement la compréhension de cette chute et de son inévitabilité. Ce qui est démantelé, c'est le mythe de la centralité absolue lui-même, l'idée que Paris est le cerveau unique et irremplaçable du pays. La France découvre que le pouvoir n'est plus un fleuve qui coule du centre vers les extrémités, mais un réseau distribué et décentralisé, connecté à des flux économiques transnationaux que l'ancienne bureaucratie ne pouvait même pas cartographier. La chute de cette élite est, donc, la reddition du modèle jacobin à la réalité de la mondialisation. Ce transfert de pouvoir génère une tension profonde, car la vieille garde réagit avec fureur. Elle se voit comme victime d'une trahison, clamant que le nouveau modèle détruira le service public et l'esprit républicain. Mais la vérité que le script doit exposer, c'est que ce sont eux-mêmes qui ont été les fossoyeurs de cet esprit, en transformant le service en sinécure et le mérite en privilège de naissance. Leur indignation est la plainte de la caste qui a perdu son accès à vie à la source de richesse et de prestige. L'ascension du nouveau technocrate, bien que prometteuse d'efficacité, porte en elle un nouveau danger, la déconnexion émotionnelle avec le peuple. Si l'ancienne élite était arrogante et distante, la nouvelle est impersonnelle et algorithmique. Ils gouvernent avec des feuilles de calcul et des modèles prédictifs, et leur loyauté est plus tournée vers les règles du marché global que vers les liens sociaux d'une nation spécifique. Le changement de garde pourrait être celui d'une bureaucratie lourde à une technocratie implacable, et celle à la vraie tragédie à l'horizon. La grande ironie, c'est que, pour faire tomber l'inefficacité du passé, Macron pave la voie à une nouvelle forme d'autorité, encore plus difficile à surveiller et beaucoup plus puissante. L'ancienne élite était prévisible dans sa rigidité. La nouvelle élite est invisible dans sa fluidité et sa vitesse d'adaptation. Le démantèlement est un acte d'euthanasie institutionnelle, où le patient est sacrifié pour que l'organisme puisse continuer de fonctionner sous de nouvelles règles, dictées par la pression du capital et de la performance. Le spectateur doit comprendre que cette narration française est un microcosme d'un phénomène global, l'épuisement du pouvoir des élites traditionnelles partout, qui ont été incapables de s'adapter à l'ère de l'information et de la crise de confiance. La France nous offre le modèle le plus clair de cette transition, parce que son élite était la plus institutionnalisée, par conséquent, la plus rigide. Ce qui se passe à Paris est une répétition générale de ce qui inévitablement arrivera, ou est déjà en train de se passer, dans les couloirs du pouvoir de votre propre pays. Le conflit central qui définit ce moment n'est pas un choc d'idéologie, mais plutôt l'affrontement inévitable entre la structure de caste et l'efficacité globale. D'un côté, on a l'antagoniste symbolique, l'élite de l'ancien régime bureaucratique, représentée par les hauts fonctionnaires d'âge mûr, avec leurs bureaux dans les ministères historiques de Paris, leur réseau de contacts fermés et la certitude que l'ordre mondial se plie à la grandeur française. Ils se battent pour maintenir le contrôle, défendant que la tradition et la stabilité sont supérieures à la vitesse et à la liquidité. Leur échec, c'est de ne pas percevoir que la rigidité qu'ils vénèrent, en fait, leur plus grande vulnérabilité, les rendant des cibles faciles pour le nouvel ordre. De l'autre côté, émerge le protagoniste conceptuel, le mouvement de la rupture, incarné par Emmanuel Macron et la nouvelle vague de technocrates. Ce groupe défend la méritocratie néolibérale, qui valorise le résultat au-dessus de la lignée et l'adaptabilité au-dessus du protocole. Il voit la vieille garde non pas comme un pilier de la nation, mais comme une barrière d'entrée inefficace qui empêche la France de concourir à armes égales sur la scène globale. Le conflit est la lutte pour l'avenir du pays, être gouverné par l'héritage historique ou par les feuilles de performance financière, et cet antagonisme est implacable parce qu'il implique la dissolution de vastes privilèges économiques et sociaux. Le choc le plus viscéral, par contre, est entre le pouvoir légal, la bureaucratie traditionnelle, avec ses diplômes et ses lois historiques, et le pouvoir réel, le capital transnational, la technologie, les réseaux de données. L'ancienne élite avait le monopole du pouvoir légal,
mais elle a perdu le contrôle sur le pouvoir réel. La décision de démanteler le système qu'il a formé est l'aveu que le pouvoir réel, maintenant entre les mains des technocrates globalisés, a gagné, forçant une restructuration complète de la gouvernance pour s'aligner aux exigences de Bruxelles, New York et des marchés numériques. L'État, sous cette perspective, est en train d'être reformaté comme une corporation qui doit couper les coûts et augmenter la performance. Le champ de bataille n'est plus la place publique, mais plutôt la structure d'accès au pouvoir. Le système des grandes écoles était l'épine dorsale du contrôle de la vieille garde. En brisant cette épine, le mouvement de la rupture est carrément en train de castrer la capacité de cette élite à se reproduire et à garantir sa continuité biologique et sociale. Le conflit est, dans son essence, à propos de la succession dynastique. La vieille famille d'administrateurs, qui se voyait comme éternelle, est détrônée par la froide logique de l'efficacité et par l'émergence d'un nouveau type de gouvernant, plus jeune et connecté au rythme accéléré du capitalisme du XXIe siècle. L'antagonisme devient encore plus dramatique quand on réalise la force sous-jacente, le peuple lassé, les gilets jaunes et les marginalisés. Ils sont la cause indirecte, le carburant de la révolte qui a rendu l'effondrement de l'élite traditionnelle politiquement viable. Bien qu'ils ne soient pas des alliés du nouveau technocrate qui souvent les ignore de la même façon que l'ancien, le ressentiment contre la vieille caste a servi de levier pour Macron. Le peuple observe la chute de l'ancien oppresseur, mais il doit comprendre que le nouveau contrôleur peut être encore plus insaisissable et distant, car il ne porte pas le fardeau de la tradition. Du coup, le conflit est triple. La vieille ordre s'accroche à ses diplômes et à son histoire. Le nouvel établissement exige la performance et l'efficacité pour la mondialisation, et le peuple exige la fin de l'arrogance et de la déconnexion. La France est la scène où la vieille ordre, qui a foiré, est en train d'être démantelée par un nouvel ordre, qui est implacable, pendant que le véritable souverain, le peuple, assiste à ce duel de titans sans être sûr si la victoire de l'un signifie sa véritable libération ou juste un remplacement de maître, avec des menottes plus modernes et moins visibles. La profondeur de cette crise ne peut être comprise qu'en cartographiant ces schémas avec l'histoire. L'effondrement accéléré de l'élite française n'est pas une nouveauté, mais plutôt la répétition d'un cycle romain de décadence. Tout comme l'Empire romain, en grandissant, est devenu excessivement lourd et bureaucratique, perdant l'agilité pour combattre les menaces externes et internes, la bureaucratie française s'est gonflée jusqu'à devenir une structure autoréférentielle, un fardeau fiscal et décisionnel. Cette rigidité interne, cette obsession du protocole et de l'autoconservation, est son propre cheval de Troie, minant sa force de l'intérieur. Le système est devenu si complexe qu'il ne peut plus se réformer, et du coup, il doit être abattu. On peut tracer un parallèle direct avec l'isolement de la noblesse pré-1789. Le château de Versailles était, symboliquement, le grand centre du pouvoir, mais aussi l'épicentre d'une déconnexion fatale. La cour vivait d'apparence et de rituels pendant que la France profonde souffrait de la misère et de l'inégalité. Aujourd'hui, la grandeur et les couloirs du pouvoir de Paris répliquent cet isolement. L'élite, vivant entre elles, se mariant entre elles et se formant dans les mêmes écoles, a créé un univers parallèle où les crises populaires n'étaient que de simples statistiques à gérer, non des réalités à ressentir. La chute de la Bastille a été la réponse populaire à cet isolement. Le démantèlement de l'institution qui les forme est la réponse du système à l'inefficacité de cet isolement. Il y a un écho troublant dans les narrations religieuses sur le temple qui tombe. Le temple, dans ce contexte, est l'institution d'élite elle-même, vue comme sacrée et inébranlable. Néanmoins, quand les gardiens du temple se corrompent, transformant le lieu de culte en repère de marchands, de diplômes et de privilèges, la fondation morale elle-même se désintègre. L'élite française s'autoproclamait l'incarnation de l'idéal républicain, mais sa corruption systémique et sa transformation en une oligarchie de haut rang ont annulé cette légitimité. Le temple tombe non par la force externe, mais par la faillite de ses propres principes internes. Le phénomène ressemble à la décadence de la classe mandarinale dans la Chine impériale. Ces officiels, également formés par des examens rigoureux et une culture d'érudition, ont fini par devenir une caste rigide, qui valorisait plus la récitation de textes anciens que la gestion pragmatique des problèmes réels de l'Empire. Quand la Chine s'est vue confrontée, la progression dramatique est alimentée par la polarisation. D'un côté, les défenseurs de la tradition peignent le scénario d'une France vendue, de l'autre, les défenseurs de la réforme promettent le salut par l'efficacité. Aucune des narrations n'est complète,
Et c'est dans cette lacune que la tension s'installe. Le spectateur est forcé de choisir non entre le bon et le mauvais, mais entre l'échec connu et le risque inconnu, un dilemme qui est central à l'expérience politique contemporaine. La crise atteint son climax conceptuel lorsque l'identité nationale elle-même est remise en question. L'élite française a toujours été le symbole de l'idée de grandeur et de l'excellence étatique. Le démantèlement de ces institutions est, pour beaucoup, une attaque contre l'image que la France a d'elle-même. La tension se transforme en un questionnement existentiel. Si la vieille garde, qui définissait l'identité du pays, est en train de tomber, qui sommes-nous maintenant? Et qu'est-ce qui définit la France au XXIe siècle, si ce n'est pas son héritage bureaucratique et culturel? La logique dramatique conduit, inévitablement, au point de bascule. La reconnaissance que l'acte de Macron n'était pas un choix idéologique, mais une réponse inéluctable à la pression de l'histoire. Les forces de la mondialisation, de la dette publique et de la méfiance populaire ont créé une tempête parfaite que la vieille garde, prisonnière de sa lenteur, n'a pas pu naviguer. La tension explose au moment où nous réalisons que l'obsolescence était le véritable bourreau, et le président juste l'instrument d'une force supérieure. Le point de bascule n'est pas la signature de la loi, mais la révélation de l'inévitabilité. L'acte de démantèlement de la vieille garde par Macron n'était pas motivé par un caprice idéologique ou une vengeance personnelle. C'était la seule option viable pour la survie de l'État français sous les conditions du capitalisme global. La conclusion inévitable est que la vieille élite est devenue structurellement incompatible avec le rythme et les exigences du XXIe siècle. Il représentait la lenteur d'un léviathan bureaucratique qui ne pouvait plus être financé par la dette et qui ne pouvait plus être justifié par l'inefficacité. Le système a éjecté un nouveau leadership implacable pour survivre. La bascule se manifeste dans la clarté que le pouvoir réel a changé de place. Il ne réside plus dans les bibliothèques et les protocoles historiques des hauts fonctionnaires, mais bien dans la technologie, la fluidité du capital et les réseaux transnationaux. La vieille élite, prisonnière de son centralisme jacobin, ne pouvait plus cartographier, comprendre ou gérer ces nouveaux flux de pouvoir. La décision de Macron est la reconnaissance officielle que la légitimité du passé est épuisée. La nouvelle légitimité ne peut être achetée qu'avec la monnaie de la performance économique et de l'adaptabilité globale, même si cela coûte le sacrifice de la tradition elle-même. C'est le moment où l'on comprend que l'acte de rupture est une forme de cannibalisme politique. Macron, le fils du système, doit tuer le père, la vieille garde, pour hériter du trône. En démolissant les institutions qui l'ont créé, il légitime l'émergence d'une nouvelle élite, technocrate et globalisée, qui, bien qu'également distante du peuple, est fonctionnellement supérieure pour gérer l'État dans un environnement de haute volatilité. La bascule est amère. La chute de la vieille caste et l'ascension d'une caste plus efficiente et, peut-être, plus froide. L'insight profond ici est que la faille de l'élite n'était pas morale, mais fonctionnelle. Le monde moderne exige vitesse et décentralisation, et la bureaucratie française offrait lenteur et rigidité centralisée. L'extinction de l'institution de formation de cette élite est le climax conceptuel qui annonce « La France échange la grandeur contre la performance ». Cette transition est définitive et irréversible, car elle est propulsée non par l'idéologie, mais par des forces économiques et historiques qui surpassent toute volonté politique individuelle. Le point de bascule est la démystification de l'excellence institutionnelle. La vieille garde a toujours soutenu son autorité sur le mythe que ses diplômes et ses écoles conféraient une supériorité innée. La réforme détruit ce mythe, exposant que le système ne produisait pas le génie, mais plutôt le privilège codifié. La bascule est la déclaration que, à partir de maintenant, l'excellence ne sera plus définie par le tampon d'une grande école, mais par la capacité de navigation dans un environnement global compétitif et hostile. Par conséquent, le climax révèle que l'élite traditionnelle a été victime de sa propre inertie. Ils sont devenus l'os cassé que l'organisme a dû amputer pour survivre à l'infection de l'inefficacité. Le démantèlement n'est pas la fin d'une dispute, mais la sentence finale d'un jury composé par la globalisation, le capital et la méfiance populaire. Le vieux modèle est mort parce qu'il était incapable de s'adapter, et l'agent du changement n'a fait que pousser le cadavre hors de la scène. La principale conséquence pour le spectateur est la compréhension que l'effondrement d'une élite est toujours le prélude à l'émergence d'une autre, et ce processus se produit à l'échelle globale, pas seulement en France. Ce que la narration française révèle, c'est que la structure de pouvoir dans votre propre pays est en train de passer par le même processus de corrosion et de substitution. Les élites traditionnelles, qu'elles soient bureaucratiques, médiatiques ou académiques,
perdent leur légitimité institutionnelle, étant remplacés par une nouvelle classe de technocrates et d'influenceurs globaux dont l'autorité réside dans l'efficacité numérique et la connexion avec les centres financiers transnationaux. Le sens profond de ça est que le pouvoir migre maintenant de l'héritage vers le réseau. L'implication sociale est l'accélération d'une réorganisation sociale où l'autorité n'est plus concentrée dans la capitale bureaucratique, mais distribuée dans des réseaux d'influence globale et économique. Si avant vous saviez où chercher le pouvoir, le palais, le ministère, l'université d'élite, maintenant il devient diffus, se mouvant à la vitesse du marché des capitaux et des flux de données. Ça exige que le public change sa lentille d'observation politique, cessant de regarder le théâtre superficiel des disputes électorales pour identifier les nouveaux centres de commandement qui sont silencieusement en train d'être construits. Pour l'individu, l'implication est le besoin urgent d'adaptabilité. La vieille garde valorisait la stabilité, le protocole et le cursus linéaire. Le nouvel ordre, surgi sur ses cendres, exige fluidité, capacité de désapprendre et de réapprendre rapidement, et une loyauté moins dogmatique envers des institutions fixes. La fin de la rigidité bureaucratique de l'élite française est un miroir qui reflète la fin de la carrière stable et prévisible pour le citoyen lambda. Le monde est devenu plus liquide pour tout le monde, et cette chute est la preuve finale que la rigidité ne survit plus. Spirituellement, le sens réside dans la démystification de l'autorité. La chute d'une élite qui se considérait sacerdotale et incontestable est un rappel puissant que toute structure humaine est finie et sujette à la loi de l'irrelevance historique quand elle se déconnecte de la réalité. Ça génère une responsabilité chez le spectateur, celle de ne pas accepter aveuglément la nouvelle autorité qui surgit. La vigilance doit être redoublée, car la nouvelle technocratie, étant plus efficiente et moins prisonnière de valeurs historiques ou humanistes, peut être plus difficile à confronter. La conséquence politique est le vide. En démantelant l'ancien système de lobbying et de networking de la vieille garde, Macron a créé un énorme vide de pouvoir. Et la nature a horreur du vide. Ce qui se passe maintenant, c'est une course pour remplir cet espace. Le nouveau type de technocrate, plus froid, plus connecté au marché et moins sentimental sur l'identité nationale, prendra les devants, remplaçant l'intellectuel humaniste de l'ancienne élite. Le changement peut être celui d'un pouvoir visible, mais lent, à un pouvoir invisible, mais ultra rapide. Le sens final est que la véritable révolution n'est pas dans les rues, mais dans la réorganisation structurelle qui rend les anciennes sources de pouvoir obsolètes. La leçon française est que la crise de légitimité permet aux agents internes, comme Macron, d'exécuter des chirurgies radicales qui seraient impossibles en temps de paix. Le spectateur doit comprendre que l'effondrement auquel nous assistons est une invitation forcée à reconnaître les nouvelles sources de pouvoir, données, algorithmes, capital transnational, qui gouvernent le monde et à se positionner face à cette nouvelle réalité, au lieu de regretter la chute de la vieille caste. La grande mise en garde, après avoir cartographié la chute de la vieille garde française, c'est que l'histoire n'offre jamais de fins heureuses, elle offre des cycles. Pendant qu'on célèbre le démantèlement de l'ancienne caste, on doit être hyper vigilant. Le vide de pouvoir créé par cette dissolution ne restera pas vide très longtemps. La grande question n'est pas qui est tombé, mais plutôt, qui est vraiment aux commandes maintenant, et que veulent-ils construire sur les cendres du passé? La nouvelle élite, technocratique et efficiente, peut être plus difficile à identifier, et donc, potentiellement plus dangereuse pour l'autonomie populaire que l'ancienne bureaucratie, prévisible et arrogante. La fin du cycle de l'élite traditionnelle française est le prélude de l'ère de la vigilance structurelle. La conscience qui est exigée maintenant est que la lutte n'est plus contre un ennemi visible, identifié par son diplôme ou son nom de famille, mais contre des forces dépersonnalisées, algorithmes, métriques de performance et capital transnational. C'est le moment de comprendre que la véritable résistance ne se fait plus sur la place publique contre la bureaucratie, mais dans la compréhension profonde des nouveaux codes de pouvoir qui sont en train d'être écrits. Par conséquent, l'héritage de cette chute doit être la réflexion et le positionnement. Ce qui s'est passé en France est un laboratoire d'histoire en temps réel, montrant que la rigidité et la déconnexion mènent à l'extinction. Ne te contente pas de la célébration de la chute des autres. Identifie les nouvelles sources d'autorité dans ton propre contexte, comprends leurs mécanismes et prépare-toi à naviguer dans ce nouveau monde liquide. Si ce contenu t'a parlé, laisse ton commentaire et abonne-toi pour continuer de suivre des analyses comme celle-ci.